Alors, rebonjour et bienvenue à vous tous dans la dernière partie de ce cours. Après, on va voir ensemble quelques révisions dans la prochaine vidéo. Alors ici, nous allons voir maintenant la dernière partie de la configuration de base d'un équipement de type switch Cisco. Petit rappel, nous avons vu déjà comment configurer un mot de passe pour accéder à l'équipement avec la commande enable secrète. Pardon. Nous avons déjà vu comment donner un nom à l'équipement avec la commande hostname et puis donner un nom à l'équipement. Maintenant, est-ce que le enable secret tout seul suffit pour assurer la sécurité de l'équipement? Pour moi, non. Pourquoi? Parce que ce que nous avions fait, c'est sécuriser l'accès au mode privilégié. C'est qu'une fois j'insère la commande enable, il me demande un password qu'on a dit ensemble que c'est toujours Cisco. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est comment je peux faire pour sécuriser... attendez, je change un peu ça. C'est bon, comme ça, on arrive à voir mieux. Alors, comment je peux faire pour sécuriser l'accès carrément à mon équipement? Là, je ne parle pas de mode administrateur, je ne parle pas de l'accès privilégié, mais l'accès tout court à l'équipement. Parce que faites attention, le mode utilisateur me permet de faire des choses. Rappelez-vous que si j'insère ici, j'arrive à faire des choses quand même avec ce mode. J'arrive à pinguer, j'arrive à faire quelque chose, j'arrive à faire un telnet, on va voir après ce que c'est telnet, j'arrive à faire un traceroute, on va voir après ce que c'est un traceroute. Vous voyez que ce mode utilisateur me permet quand même de faire des choses. Alors que le hacker, l'attaquant, l'assaillant, appelez-le comme vous voulez, quand il essaye d'attaquer un équipement, toute information est précieuse. Toute information que vous récupérez est importante. Quel que soit le nom de l'information, quel que soit le niveau que vous allez récupérer de cette information. Tout est important, tout est bon, tout est bien. C'est ce qui fait que, à partir de ce moment-là, le but sera de sécuriser l'accès carrément. C'est que dès que la personne met son câble et le branche sur le switch, je vais lui demander déjà un mot de passe. OK? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais sécuriser? Je vais sécuriser la ligne console. C'est que la personne qui accède via la ligne console, rappelez-vous, le câble, on l'a appelé le câble console. Du coup, la ligne, elle s'appelle la ligne console. Alors, cette personne qui accède via la ligne console ou le câble console, je ne dois pas le laisser accéder comme ça facilement. Il faut qu'il présente un mot de passe pour qu'il puisse accéder. Mais avant de présenter un mot de passe, j'ai l'obligation de sécurité de lui présenter la bannière. Parce que qu'est-ce qui va se passer sans bannière? Les gens vont se connecter sur l'équipement. Ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Ils accèdent, ils font enable et puis... il reset la configuration d'une telle manière où il va resetter la configuration, clear, et puis on ne va pas pouvoir l'attaquer en justice parce qu'il va dire « Ah, mais je me suis trompé, je ne pensais pas que c'est le routeur ou le switch de telle société, de la société X. » Alors, à chaque accès à un équipement, nous allons devoir afficher une bannière et cette bannière, c'est une bannière qui va l'alerter qu'il s'agit de switch ou de routeur de telle entreprise et que chaque utilisation doit faire l'objet d'un contrôle et d'un log et que n'importe quel accès autorisé à l'équipement doit faire l'objet d'un suivi et que tous les accès non autorisés doivent faire l'objet d'une poursuite judiciaire en respectant la juridiction de pays en cours, par exemple en France. On parle ici de la France. C'est que là, il faut l'afficher. Parce que si vous ne l'affichez pas, vous aurez 99% de chances de perdre l'affaire à la justice. Parce que rien ne prouve que c'est votre switch. La personne, elle peut dire « je me suis trompé ». Vous voyez, c'est facile. Alors, ce n'est pas un message qui a pour but de dire « bonjour et bienvenue ». Je souhaite la bienvenue à la personne qui rentre par la porte, pas par un switch quand même. C'est ce qui fait que le message de la bannière, c'est un élément très important qui permet surtout d'identifier l'équipement et de dire et de faire la décharge de sécurité ou la décharge juridique ou la responsabilité juridique de la personne qui l'utilise. Du coup, pour le faire, la même chose, on passe toujours à la configuration et j'insère une bannière. Bannière MOTD, c'est comme ça que ça s'écrit la commande, et puis entre deux caractères,
libre à vous de choisir les caractères que vous souhaitez. Par exemple, on peut dire entre deux dièses, entre deux étoiles. Je ne sais pas si ça passe entre deux étoiles, j'ai jamais fait. Alors, on va dire authorized only. Je dis n'importe quoi. Je mets une deuxième étoile, ça marche, très bien. Alors, exit. Ah, vous voyez le message? J'ai ce message ici. Vous voyez? C'est qu'il faut toujours penser à insérer ce message. Après, c'est un message très important qui a une bonne taille, qui généralement les entreprises qui se respectent le font valider par le service juridique de l'entreprise, etc. Moi, je le fais pour l'exemple, c'est tout, pour savoir comment nous allons pouvoir insérer un message de bannière. Une fois le message de bannière inséré, maintenant, nous allons passer le niveau suivant où nous allons tout simplement demander un mot de passe à tout accès en utilisant un câble. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? La même chose. Je reviens à la configuration et à partir de maintenant, on ne parle plus d'un accès direct, mais d'un accès spécifique. Du coup, il faut accéder à une ligne d'abord et puis après, je configure la ligne. Parce que les lignes, vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Il n'y a pas qu'une seule ligne. Il y a la VTY, il y a la TTY, elle n'est pas là. Il y a la ligne console, etc. On va voir toutes les lignes, ne vous inquiétez pas. Alors là, dans ce cas-là, on va configurer la ligne console. OK? Et la ligne console, on doit lui donner un ID. Regardez, si je fais comme ça, c'est combien de personnes peuvent accéder à la fois via la console. J'avoue, c'est un peu bête de la part de Cisco parce que par défaut, c'est un câble console. Il y a un seul port, un seul câble. Ben, logiquement, c'est une seule personne. Du coup, cette personne, elle aura l'ID 0, le premier chiffre. Et je fais OK. Bon, pourquoi on doit ajouter 0? On doit ajouter 0, c'est comme ça. C'est pas nous qui faisons les commandes, c'est Cisco qui les fait. Et c'est comme ça. Du coup, on accède à la ligne console. Et là, ça serait la première fois dans cette formation que vous voyez un accès à un sous-mode de configuration. Rappelez-vous les sous-modes de configuration. Pour rappel, on a dit le mode user, il est là. Quand on fait enable, on passe en mode privilégié. Quand on fait conft, on passe en mode de configuration globale. Et puis de la configuration globale, on peut passer vers les sous-modes. Si vous n'avez pas bien compris ça, regardez les vidéos précédentes, vous allez le voir en détail. Alors maintenant, je suis dans le premier sous-mode de configuration de ligne. Vous voyez? Et à partir de maintenant, je vais devoir ajouter un mot de passe. Du coup, il y a deux informations à insérer. Le premier, c'est comment je vais authentifier l'accès. On va utiliser la méthode la plus simple qui peut exister. C'est le mot de passe, ni plus ni moins. OK? Parce qu'en avançant dans la formation, vous allez voir que pour accéder à un équipement à distance, il y a des techniques plus poussées, plus avancées. On n'est pas là aujourd'hui, on est dans la méthode la plus simple, password. Et j'insère un password pour les raisons de cours, on va dire Cisco. Rappelez-vous ce qu'on a dit hier ou dans la vidéo précédente, vous voyez, c'était hier que j'ai fait la vidéo précédente. Il faut penser à sécuriser le mot de passe. Mot de passe de type Cisco, ça n'a rien de sécurisé. Mais bon, on va le laisser nous, c'est pas le but. Après, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui préciser quelle est la méthode d'authentification qu'il va utiliser. Parce que les méthodes d'authentification, il y en a énormément de méthodes. Il y a une méthode où on va demander juste le mot de passe, la méthode où on va demander un username plus un mot de passe, une méthode où nous allons voir sur un serveur est-ce que son nom existe, etc. On ne va pas trop compliquer les choses. Nous, on va demander qu'il utilise la méthode la plus simple qui est la méthode où il demande juste un mot de passe. Alors, pour activer la méthode qui demande juste un mot de passe, il faut insérer la commande login. Et c'est tout. C'est que, attention, si vous insérez le password sans insérer login, vous n'avez rien fait. Si vous insérez login sans insérer password, vous n'avez rien fait non plus. Parce que login, vous allez lui dire, tu demandes un mot de passe à toute personne qui essaye d'accéder au switch. Très bien. Sauf qu'il n'y a pas le mot de passe. Vous voyez, là où vous êtes bloqué, vous êtes coincé. La même chose ici, il ne faut pas demander, il ne faut pas mettre password sans mettre login. Parce que si vous ne mettez pas login, c'est comme si vous mettez le mot de passe il est enregistré dans sa mémoire, mais il ne sait pas quoi faire avec. C'est que du coup, là, vous allez lui dire, ce mot de passe, tu vas l'utiliser pour accéder à l'équipement, tout simplement. Et puis, qu'est-ce que je fais? Pour sortir d'un sous-mode de configuration en mode de configuration, on se rappelle maintenant, pour revenir toujours en arrière, c'est quoi? C'est exit. Après, qu'est-ce que je vais faire? Exit encore.
Et ça serait toujours bien de sauvegarder la configuration. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, copie running config vers la startup config. Et comme ça, ma configuration est sauvegardée et je suis rassuré. Même si j'éteins l'équipement accidentellement, j'en aurai pas de souci. Je fais exit. Là, je sors complètement. Vous voyez, comme si je viens de brancher le câble. Bah, allez, c'est pas comme si. On va le débrancher et on va le brancher. On a dit RS232. Je branche le câble. Je fais OK. Ah, déjà, j'ai mon message de bannière, rappelez-vous. Et puis là, il me demande un mot de passe. C'est pas comme avant. Rappelez-vous qu'avant, on passait ici. Regardez. On a le message de bannière. On lit les personnes autorisées. Et puis directement, on peut insérer Enable. Et quand on insère Enable, qu'il me demande un mot de passe. Du coup, j'ai une petite marge de manœuvre. Ici, je peux insérer quelques commandes. Maintenant, je ne peux absolument rien faire. Dès que j'appuie sur OK, j'ai un mot de passe. Et là, je vais insérer le mot de passe. Ah, attendez, j'ai perdu. Je vais insérer le mot de passe. Et là, c'était Cisco. Enable. Et là, je réinsère encore le mot de passe. Il est toujours conseillé de changer les mots de passe, de ne pas mettre le même mot de passe. Comme ça, si on arrive à vous voler un des deux mots de passe, l'autre mot de passe, il est en sécurité. Par contre, regardez une chose, si je fais show running config, c'est là où je trouve la totalité de la configuration que j'ai insérée. Qu'est-ce qu'on a inséré comme conf? Le nom de switch. On a inséré le enable secret. Je descends un peu, je descends. Et là, regardez, la ligne console, on a inséré un password qui s'appelle Cisco. OK? Et qu'est-ce qu'on a dit pour sécuriser les mots de passe et ne pas laisser les mots de passe comme ça? Attention, ici, il n'y a pas secret. On ne peut pas mettre secret Cisco. Ça n'existe pas. L'option secrète, ce que je vous ai montré hier, ça n'existe qu'avec, ce n'est possible qu'avec les mots de passe enable. Par contre, ici, ce n'est pas possible, malheureusement. C'est une limite. Alors, qu'est-ce qu'on insère comme commande? Rappelez-vous, c'est une commande que je vous ai montrée hier. Alors, je vous la remontre maintenant. C'est Service Password Encryption. OK. Et là, dorénavant, si je fais show run, ah, ça ne marche pas. Pourquoi? 1, 2, 3. Pourquoi? C'est tout simplement parce que nous avons inséré la commande show dans un endroit qui n'est pas approprié. Les commandes show, qu'est-ce qu'on a dit? On ne peut pas les insérer ici. Alors, je fais exprès ce genre d'erreur pour vous entraîner à la résolution des erreurs. Exit. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Show running config. Allez, on va rechercher encore. Et là, cette fois-ci, on a le mot de passe qui est chiffré par le password set Cisco ou l'algorithme Cisco 7. Et le mot de passe est bien là. Alors, maintenant, et la bannière, rappelez-vous, la bannière que nous avions insérée. Maintenant, vous devinez très bien que vous travaillez dans une entreprise. Vous êtes devant un switch, vous allez le configurer, vous branchez le câble console, etc. Et puis que si le switch est déjà en production, qu'est-ce que vous allez faire si vous avez des soucis? Vous allez prendre le câble console avec vous, c'est un outil de travail, vous allez rentrer dans la salle machine, prendre votre PC portable avec vous, le brancher sur le switch et puis commencer à travailler. Sauf que ça, c'est pas toujours, c'est un luxe, c'est un confort qui n'est pas toujours possible. Parce que vous pouvez être administrateur d'une entreprise qui est à Paris alors que vous gérez la totalité des switches de l'entreprise. Si vous travaillez pour une entreprise qui a des agences de vente, qui a des boutiques, qui a des magasins, etc., on ne va pas mettre un administrateur dans chaque magasin quand même. Alors, qu'est-ce qui fait que les équipes qui sont dans le local, peut-être à Paris ou je ne sais pas où, vont pouvoir facilement accéder aux équipements et apporter toutes les configurations nécessaires. Là, il faut qu'on pense à un élément autre que l'élément de base, qui est le fait d'accéder directement sur l'équipement en utilisant un câble comme ça, un câble console bleu qui fait 1 mètre, 2 mètres, pas plus. Là, il faut qu'on pense à une solution un peu plus avancée, un peu plus développée, qui consiste à faire passer le trafic sur le réseau. OK? Qui consiste à faire passer le trafic sur le réseau. Du coup, dorénavant, au lieu de me contenter de ce câble bleu console, non. Depuis le réseau, je suis branché sur le réseau, le switch est branché sur le réseau, d'ailleurs le switch il me fournit l'accès au réseau, c'est normal qu'il soit branché. Du coup, de l'endroit où je suis à Paris, de l'endroit où je vais pouvoir facilement accéder à distance à mon équipement, quel que soit l'emplacement où je suis, à Paris, à Lyon, à Marseille, même chez moi, etc.
Cet accès s'appelle l'accès VTY ou VTY. Alors, l'accès VTY ou l'accès VTY, on peut le faire. Par contre, il faut penser à configurer le réseau avant, ce qui n'est pas un problème dans une entreprise parce qu'elle a déjà le réseau. Alors, comment configurer l'accès VTY? C'est exactement de la même manière que l'accès en câble console. Nous allons faire configure terminal et puis qu'est-ce qu'on va faire? Line VTY. Et là, par contre, on doit définir combien de personnes peuvent accéder à la fois à distance à l'équipement. Par défaut, 16. OK? Du coup, vous allez pouvoir dire 0 et puis point d'interrogation. Vous pouvez définir un autre nombre. Par exemple, 0,4. Si vous faites 0,4, c'est combien de personnes peuvent accéder à la fois à l'équipement? C'est le 0 et le 1 et le 2 et le 3 et le 4. Ça fait 5 personnes. Attention, Line VTY 0,4, ça permet à 5 personnes d'accéder. Il faut compter le 0. Line VTY 0,15, ça permet à 16 personnes d'accéder. Il n'y aura pas plus que 16. C'est que vous travaillez dans une entreprise, vous embauchez 5 administrateurs réseau, il faut créer un Line VTY 0,4. Vous ne créez pas plus, ça ne sert à rien. C'est des portes. C'est comme si vous êtes en train d'ouvrir des portes d'accès à votre équipement. À chaque fois que vous ouvrez une porte, vous ouvrez des problèmes en quelque sorte. C'est que pensez à ouvrir un nombre défini et précis. Si vous n'avez pas de souci de sécurité, vous pouvez faire 0,15. Comme vous voulez, ce n'est pas le sujet, mais juste ça vous permettra de savoir combien, c'est à vous de définir combien de personnes peuvent accéder à la fois à votre équipement à distance. Et vous voyez, quand on parle de l'accès à distance, c'est un peu plus souple. C'est pas comme le câble console où il faut vraiment brancher le port. Du coup, par conséquent, il faut combien par câble console? Une seule personne à la fois. C'est pour ça qu'on met juste line console 0. Là, on peut faire plus que 0 parce que on peut avoir accès à plusieurs personnes à la fois. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est exactement pareil. Il n'y a aucune surprise. Line, password. Je précise le password, par exemple Cisco. Et puis, qu'est-ce que je dois préciser? Je dois préciser le login, c'est le fait de dire comment tu vas pouvoir accéder à distance à mon équipement. Attention, il y a une petite remarque. Après exit, rappelez-vous la commande que je vous ai dit déjà, end. End, ça vous permettra, quel que soit l'emplacement où vous êtes, regardez, on est en config line, pour repartir ici vers le mode, il est où? Ici, vers le mode privilégié, je dois faire 2 fois exit. Alors ici, sans me casser la tête, je vais faire une seule fois end et je suis directement dans le mode privilégié. Alors du coup, rappelez-vous une chose, il faut le savoir, que l'accès distant à un équipement ne marche pas si vous n'avez pas le enable password ou le enable secret déjà configuré. Il faut faire attention à ça. Si vous n'avez pas enable secret ou enable password déjà configuré, l'accès distant VTY ne marchera pas. Alors, maintenant, est-ce qu'on va pouvoir directement accéder à notre équipement à distance? Évidemment non, il faut d'abord configurer le réseau parce que ici, rappelez-vous, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien de configuré, il n'y a rien qui marche. Et ici, ce câble-là ne fait pas circuler les données. Rappelez-vous, c'est un câble qui fait circuler que les données de configuration, les commandes que nous sommes en train d'insérer sur le PC sont en train de partir comme ça sur le switch. Par contre, si vous voulez accéder à votre page Facebook, vous ne pouvez pas le faire via ce câble. Si vous voulez accéder à votre compte Twitter, vous ne pouvez pas le faire via ce câble. Ce n'est pas fait pour ça. Ça ne fait pas passer les données. Par conséquent, il me faut déjà un câble qui peut passer les données. C'est ce câble-là. On va dire le câble droit. OK? On clique ici. On va venir ici. On va brancher un câble réseau. Ici, on va le brancher où? Logiquement, ce n'est pas un USB, c'est un câble informatique, c'est un câble RJ. Je vais le brancher dans le port Ethernet de la machine. Je tire le câble jusqu'à arriver au switch. Je clique. Et là, j'ai la totalité des ports de switch. OK? Choisissez celui qui vous convient. Pour faciliter les choses, on choisit le premier, c'est plus simple. OK? Là maintenant, on a branché le port de switch. Il va rester ici orange pendant 30 secondes. Pour l'instant, ce n'est pas le moment de dire pourquoi, mais il va rester orange pendant 30 secondes et puis il va devenir vert. OK. Et si vous mettez un peu le curseur comme ça, vous allez voir qu'il va vous donner le numéro de port. Sinon,
vous pouvez venir, attendez, j'enlève le zoom, hop, sinon vous allez pouvoir aller à Tools, non, Options, Préférences, Always Show Port Label, ici, in Logical Workspace. Et là, je décoche ça, ça, et là, vous voyez, vous l'aurez toujours, le nom sur Packet Tracer, le nom de l'interface sur Packet Tracer. Après, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, il faut configurer l'adresse IP sur ça, sur le PC, et configurer l'adresse IP sur le switch. OK? OK. Alors, oublions maintenant Packet Tracer. Comment configurer une adresse IP sur une machine réelle, sur un vrai PC? Je pense que vous le connaissez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est très simple. On va venir ici et chercher les panneaux de configuration. J'utilise la méthode la plus ancienne qui existe depuis très longtemps. Ici, j'ai réseau et Internet. Et puis ici, je vais voir le centre de réseau et de partage. Ici, j'ai les informations de réseau qui est connecté. Et là, vous voyez, je suis connecté via un réseau qui s'appelle Livebox Inès. C'est le prénom de ma fille. Là, je clique ici. Et là, je vais pouvoir configurer l'adresse IP de mon réseau. Je vais faire propriété. Quel type d'adresse réseau je veux changer? l'IPv4 ou l'IPv6. On ne connaît pas ce que c'est IPv6. On va faire IPv4 double-clic. Et là, vous avez deux possibilités. Ou bien d'obtenir l'adresse automatiquement en utilisant un serveur qui vous fournira les adresses. On va voir après en avançant dans le cours. Et vous avez besoin toujours, quand vous configurez les réseaux pour aller sur Internet, vous avez besoin des informations sur le DNS. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser ça automatique. Et notre box, qui a ce petit serveur configuré dedans, c'est elle qui nous fournit ces informations. Si j'ai envie de les configurer manuellement, c'est pas grave, je peux faire comme ça, même pour celui-là, et je les configure manuellement. Je dis n'importe quoi, 192.168.1.10, je ne vais pas toucher, ce n'est pas le but. Et là, vous aurez le masque qui s'affiche automatiquement. Alors, pourquoi s'affiche automatiquement? Pourquoi 3 x 255? Pourquoi masque déjà? Tout ça, cherchez pas à le comprendre pour l'instant. Le but, c'est pas de vous polluer la tête avec beaucoup d'informations. À chaque fois qu'on avance dans la formation, on va découvrir des choses. Il faut retenir une chose, que le masque, il sort automatiquement. Et vous le laissez tel qu'il est. Et puis ici, on définit la passerelle par défaut. C'est en quelque sorte l'adresse de notre box ou l'adresse de notre routeur. Alors, la même chose, je ne vais pas reposer les mêmes questions. Pourquoi la passerelle? Elle est faite pourquoi? Comment savoir son adresse? Etc. Ce n'est pas le but non plus. Alors, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, que comment configurer une adresse IP sur une machine? Pas plus que ça. Je vais faire annuler pour ne pas perdre l'accès à Internet. Et puis là, je fais fermer et c'est bon. Alors, si vous voulez savoir quelles sont les caractéristiques de votre réseau, il vous suffira de venir ici et cliquer sur Détails. Et là, vous aurez toutes les informations détaillées de votre réseau. Alors, je ferme et je vais revenir au monde virtuel de Packet Tracer. Alors, sur Packet Tracer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le PC. Et puis, comme si les procédures que j'étais en train de faire, je vais les faire sur le PC de Packet Tracer. Sauf que sur Packet Tracer, c'est un équipement qui simule, c'est un logiciel qui simule les équipements Cisco. Il ne simule pas les équipements des autres. C'est ce qui fait que Cisco, ils s'en fichent un peu de ça. Alors, il nous fait directement une petite interface de comment configurer une adresse IP sur un PC. Elle est là. IP configuration. Ou sinon, dans config ici aussi, vous pouvez la mettre ici directement sur l'interface. Alors, on est tous habitués à faire comme ça. IP desktop, IP configuration. Et là, la même chose. On peut la mettre automatiquement avec un serveur DHCP. Sinon, on n'a pas de serveur ici. Sinon, on peut faire statique. Alors, nous, on va faire statique et on va donner une adresse. Très simple. 192.168.1.1. Alors, pourquoi les adresses s'écrivent comme ça? Pourquoi il y a 4 espaces? Pourquoi il y a des points entre chaque espace et espace? La même chose, on aura un chapitre, on va manger et boire les adresses IP. C'est qu'il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. La même chose, je clique sur le masque et vous voyez que le masque, il me sort toujours. 3 x 255 et 0 à la fin. C'est pas grave, je le retiens comme ça. Et là, c'est bon, j'ai mon adresse IP. Alors, je vais mettre 2 pour le PC et je vais mettre 1 pour le switch. OK? C'est bon. Alors, je sors. Maintenant, on est connecté sur une interface qui est la Fast 01 sur le switch. Logiquement, vous allez me dire, je vais partir sur la Fast Ethernet 01 de mon switch et lui mettre une adresse IP. OK.
Sauf que ce n'est pas possible, et je ne vais pas vous dire aujourd'hui ce n'est pas possible, mais même logiquement ce n'est pas possible. Parce que comment nous allons savoir si je suis à Paris et mon switch est à Marseille, comment je vais savoir sur quel port l'information va rentrer? Je ne peux pas le savoir, à moins que si vous vous amusez à retenir par cœur toutes les informations de tous vos switches, de tous vos ports. Bon courage pour le faire, vous n'arriverez jamais. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On configure une interface virtuelle, qui n'est pas l'interface physique réelle sur laquelle on va se connecter. Et puis, tous les ports de switch, ils font partie de cette interface virtuelle. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Le but, c'est tout simplement de configurer ici. Il est là le switch. Il est là le switch. Alors, le switch, il a une interface ici, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, une dixième, neuvième, dixième, onzième, etc. Bref, on va prendre un switch de 11 ports. Ça n'existe jamais ce switch, c'est pas grave. Alors, vous allez brancher un câble ici. Hop, et vous allez le brancher ici. Alors, ce port, comme celui-là, etc., ils font tous partie derrière d'un petit port, c'est les très grands, comme ça. Allez, je vais le brancher sur tous les ports, comme ça. Tous les ports sont branchés sur un seul port virtuel qui n'existe pas. Si vous ouvrez le switch, si vous ramenez des tournevis et vous ouvrez le switch, vous ne voyez pas ce port. Il n'existe pas. C'est virtuel, c'est logiciel. C'est pas matériel. Et ce port-là, il s'appelle le port ou l'interface VLAN 1. Alors, c'est quoi ce port et pourquoi VLAN, etc. La même chose. Le but, ce n'est pas de comprendre tout, c'est de comprendre l'existence de ce port virtuel qui groupe automatiquement la totalité des ports de switch, par défaut. Est-ce qu'il y a la possibilité de le changer, le mettre 10, 15, 20, 30? Oui, c'est possible, mais ce n'est pas dans ce chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement revenir ici et configurer le switch, revenir au terminal, l'ouvrir à nouveau et configurer le switch avec une adresse IP sur cette interface VLAN. Et là, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez découvrir un nouveau mode de configuration de switch. Rappelez-vous, on a découvert déjà le mode de configuration de line, des lignes. Maintenant, on va découvrir un nouveau mode de configuration qui est le mode de configuration interface. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Configure terminal, interface VLAN 1, vous voyez? OK. À chaque fois que vous accédez à une interface, vous avez le réflexe, quand vous allez configurer une adresse IP évidemment, vous allez avoir le réflexe d'activer l'interface. Vous allez voir des cas où l'interface par défaut est démarrée, des cas où l'interface par défaut n'est pas démarrée, etc., etc. Vous vous en fichez. Ce que vous allez faire toujours, éteindre une interface, c'est shutdown. Allumer l'interface, on ne se casse pas la tête, no shutdown. C'est comme si je dis ne pas éteindre l'interface, autrement dit, allume l'interface. Et là, à chaque fois que vous allumiez une interface, vous aurez ces deux lignes-là. La première pour vous dire que physiquement l'interface est activée et la deuxième pour vous dire les fonctionnalités logiques de l'interface ont été activées. On appelle ça dans le langage réseau couche 1, couche 2. Pourquoi? On va voir les couches dans le prochain chapitre. Du coup, c'est bon. On a activé l'interface, très très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut donner une adresse IP. C'est quoi adresse IP? En anglais, IP adresse. C'est très simple. Vous voyez IP adresse. On écrit en anglais la phrase IP adresse et on donne l'adresse avec le masque à côté. 192.168.1.1 avec 3 fois 255, 0. C'est bon, le tour est joué. Qu'est-ce que je fais? Rappelez-vous, je fais end pour sortir et à chaque fois que je configure quoi que ce soit, je dois faire quoi? Sauvegarder la configuration. Copy, running config, startup config. Et le tour est joué. C'est bon, j'ai configuré l'adresse et félicitations, vous avez configuré pour la première fois de votre vie une adresse IP sur un équipement. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il ne faut pas faire confiance à la bête, il faut toujours tester, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir le terminal de ma machine. Attention, le terminal de la machine, pas le terminal qui permet d'accéder au switch. Autrement dit, le CMD de la machine. Pour y accéder sur une machine réelle,
vous allez tout simplement insérer la commande CMD ici dans la barre de recherche. Oh, c'est pas très facile de travailler avec cette loupe là. Alors ici, et je vais faire CMD. Et là, comme ça vous ouvre l'invite de commande sur le PC. Sauf que nous, on ne travaille pas sur le PC réel, on travaille sur le PC de Packet Tracer. Et là, je vais insérer la commande prompt ici. Et ici, regardez, comme si vous êtes dans la ligne de commande de la machine. Ça lui ressemble, vous voyez? Regardez, CMD. Vous voyez que ça ressemble énormément. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ping. Là, je suis sur quelle machine? Je suis sur la machine, sur le PC. Regardez, pour ne pas oublier, 192.168.1.2. Ah, vous allez me dire, j'ai oublié toujours. Alors, si on oublie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement écrire. Il est où? Je vois pas. Il faut tout simplement écrire 192.168.1.2. OK? Ici, c'est quoi l'adresse qu'on a insérée? 192.168.1.1. Très bien. Et puis, bon, vous pouvez le tirer comme vous voulez. Vous revenez en mode souris ici et vous pouvez l'étirer comme vous voulez pour que ça ne vous gêne pas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je suis sur le 1.2 et le but, ça sera de tester l'accès au réseau, à l'équipement 1.1. Pour tester la connectivité, on insère une commande qui est très célèbre dans le monde de réseau, c'est la commande ping. C'est que j'écris le mot-clé ping et puis qu'est-ce que je fais? J'écris après l'adresse IP de destinataire. Attention, ce n'est pas de ma machine. Je suis sur le 1.2. Le but, c'est de tester le 1.1. Alors, j'écris 192.168.1.1. Et je fais OK. Et là, je vais attendre la réponse et voir est-ce que ce switch va répondre à mes demandes ou pas. Alors, pour des raisons techniques que je ne vais pas vous expliquer, généralement, la première requête est perdue. Et puis, on va voir. Reply. Vous voyez, il répond très très bien. Du coup, on a envoyé 4, on a reçu 3 et on a perdu une. Généralement, une fois que vous recevez une, c'est bon. On va retester. Flash hot. J'affiche la commande à nouveau. OK. Et là, maintenant, c'est bon, ça marche très très bien. Vous voyez que c'est bon. L'accès depuis ma machine à mon switch est assuré avec succès et sans problème. Maintenant, dorénavant, j'ai plus besoin de ce câble console. C'est bon, je vais même le retirer carrément. Regardez, j'ai plus besoin de ce câble console. Et je vais imaginer, supposer qu'on a tiré un câble à 50 mètres, à 100 mètres, à ce que vous voulez, et que là, je suis dans le 15e étage et que le switch est au rez-de-chaussée. Vous voyez, on n'est plus à côté, mais par contre, on me dit, attention, au rez-de-chaussée, il y a un problème. Au premier étage, il y a un problème. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis au 15e étage, et de 15e étage, je vais ouvrir mon logiciel. Dans le monde réel, on fait comme ça, on ouvre petit par exemple, et ici, je vais choisir ou bien SSH ou bien Telnet. Nous, on a fait Telnet dans le cadre de cet accès-là. Pourquoi on dit Telnet? Parce que le protocole qui me permet d'accéder à distance à mes équipements, il s'appelle Telnet, tout simplement. C'est le protocole d'accès distant. Du coup, on fait un Telnet, on saisit l'adresse 192.168.1.1 et on fait OK. Bien sûr, ça ne va pas marcher parce que j'ai aucun équipement. Mais là, comme ça va vous ouvrir l'interface noire ici et vous allez pouvoir accéder à votre équipement. C'est exactement ce que nous allons faire ici en mode simulation. Je vais lui dire Telnet 192.168.1.1. OK. Et là, vous voyez la différence? Maintenant, j'ai la possibilité d'accéder à distance. Et j'ai ma bannière, vous la voyez, Authorized Only. Et puis, qu'est-ce que je vais avoir? Il va me demander le mot de passe. Cisco, le mot de passe d'accès Telnet. Et puis, j'insère Enable. Et là, il me demande le Enable Secret. Et là, c'est bon, je suis connecté sur l'équipement. Je suis connecté à distance. Imaginez que vous êtes dans le 15e étage et le switch est au premier étage. Ou que vous êtes à Paris et le switch est à Marseille. Des choses comme ça. Et là, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Show running config. Et là, amusez-vous à afficher la running config. Regardez si la startup config existe et elle est bonne. Show startup config. Copier la running config et la mettre dans la startup config, vous pouvez le faire. Accéder à la configuration de l'équipement. Accéder à l'interface FAST01.
allumer, éteindre une interface. Je vais dire now shutdown. Je ne vais pas éteindre l'interface parce que si j'éteins l'interface, je me coupe la main. Regardez, shutdown. Je le ferai ou pas? Allez, on va pas le faire comme vous voulez. Et sinon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire même redémarrer l'équipement. Vous voyez, reload. Il va me dire est-ce que tu sauvegardes ou pas? Je vais lui dire yes. Et là, je sauvegarde et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Bah, je perds la main à l'équipement parce que je redémarre l'équipement. Du coup, l'équipement n'est plus connecté au réseau. Et par conséquent, regardez, vous voyez, qu'est-ce qu'il me dit? Connection timed out. C'est qu'autrement dit, j'ai été coupé de la connexion. Et là, mon équipement est en train de rebooter. J'essaye de me connecter à distance à l'équipement. J'arrive toujours pas parce que l'équipement n'a toujours pas redémarré, n'a toujours pas rebooté. Pour confirmer, pour voir est-ce que l'équipement a rebooté ou pas, qu'est-ce que je vais faire? Un ping. Au moment où il répond à mes pings, c'est que je confirme que l'équipement, c'est bon, est opérationnel et que dorénavant, j'arrive à accéder à distance à l'équipement sans aucun problème. Du coup, on insiste avec les pings. Ça mettra du temps, et puis le moment qu'il faut, le switch, il va se connecter. Là, le dernier ping, il passe. Là, maintenant, c'est bon. Les pings, ils passent. C'est que le switch est connecté à nouveau. J'essaye le telnet à nouveau. Et là, j'arrive à me connecter à nouveau sur l'équipement. OK? Et maintenant, comme ça, comme cela, on a terminé le chapitre 2 de la formation. Nous allons faire dans la prochaine vidéo la partie quiz, un petit exercice ensemble pour valider le chapitre. Bon courage et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de plus d'explications.